Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. Quel rapport y a-t-il entre des groupes armés qui coupent les mains au nom de la charia dans le nord du Mali et des partis qui gouvernent en Égypte ou encore en Tunisie après les printemps arabes? Certains ont accepté la violence, les autres, au contraire, ont accepté le jeu démocratique, mais tous se revendiquent de l'islamisme. L'islamisme eut un mot, une notion fourre-tout et un concept aussi sur lequel travaille notre invité aujourd'hui, Amel Boubaker, chercheur à l'ENS, à l'EHESS et également au Brookings Doha Center. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous réfléchissez sur cette notion d'islamiste, cette notion fourre-tout. Et dans votre livre qui est paru alors en anglais seulement, et si on traduit le titre qui s'appelle Qu'est-il advenu des islamistes, vous dites qu'au départ, c'est une idéologie qui est née au XIXe siècle. Est-ce qu'on peut revenir dessus ? Oui, effectivement, c'est une notion fourre-tout. C'est surtout une notion fourre-tout par rapport au label que l'on y met, puisqu'il faut savoir que les islamistes eux-mêmes, qu'ils soient violents ou non, convaincus du jeu démocratique ou non, ne se définissent souvent pas comme islamistes. C'est-à-dire c'est un terme qui a été inventé par la science politique occidentale. Ils se définissent comme islami, c'est-à-dire islamique, si l'on pouvait traduire du mot arabe. Donc parce qu'au départ, il y a un problème de traduction de l'arabe en anglais ou en français dans les différentes langues. Oui, alors, ce qui est au cœur, en tout cas, de cette idéologie islamiste, toute option confondue, c'est cette volonté de mettre l'islam au centre du processus de pouvoir politique que ces groupes souhaitent acquérir et effectivement de se servir de l'islam ou d'une certaine interprétation de l'islam dans le jeu politique pour devenir visible, audible et puissant. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui aussi de djihadistes, de salafistes. A priori, les salafistes n'étaient pas particulièrement intéressés par le jeu politique, justement. Il semblerait que certains salafistes, maintenant, essayent de participer à des élections. Alors, est-ce que vous pouvez là aussi nous éclairer un peu sur ces différentes notions ? Alors, il est souvent intéressant, en fait, de parler d'islam politique, peut-être pour la compréhension et la pédagogie du concept, l'aspect pédagogique du concept, plutôt que d'islamisme en tant que tel. Mais si on parle d'islam politique, effectivement, on se rend compte que cette façon d'utiliser l'islam à des fins politiques dépasse de beaucoup le cadre des partis islamistes traditionnels. Et on voit, et c'est intéressant, depuis à peu près 1 à 2 années, un certain nombre de mouvements dits salafis qui n'étaient pas particulièrement intéressés par le jeu politique, trouvaient de nouvelles opportunités, notamment en contexte post-autoritaire comme en Égypte et en Tunisie, trouvaient de nouvelles opportunités dans le champ politique et souhaitaient se constituer qui en parti politique, qui en lobby, et essayer de faire entendre leur voix et leur programme, en tout cas leur vision de l'islam au sein de l'espace public. Mais est-ce que ce n'est pas une contradiction quand même ? Parce que, a priori, les salafistes, c'est juste une mouvance, en tout cas, qui veut retourner aux sources de l'islam et qui veut justement ne pas s'impliquer en politique. Alors pour l'ensemble, en fait, des mouvements que vous décrivez, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'islamisme ou l'usage différent de l'islam politique, ce n'est pas un projet, c'est un processus. Et ces différents mouvements, ces différents acteurs s'adaptent aux réalités des environnements qui sont les leurs. Donc très concrètement, par exemple, dans les années 80, lorsque ces partis islamistes sont dans la clandestinité, ils décrètent que le jeu politique est caduc, qu'il est anti-islamique, qu'il n'est pas intéressant de s'engager en politique. Lorsque dans les années 90, une opportunité s'ouvre, alors parfois par la cooptation des partis islamistes par les États autoritaires, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait de ramener à soi ces partis islamistes et de neutraliser leur charge protestataire en les incluant dans les institutions, donc par la cooptation ou par simplement l'évolution expérimentée par les partis islamistes eux-mêmes, on se rend compte finalement que ces partis islamistes changent d'idéologie, changent de technique, et ça n'est pas uniquement stratégique, c'est aussi le fait de leur adaptation à leur environnement et aux nouvelles règles du jeu politique qui diffèrent bien entendu tout au long des années. Alors, à propos de changement d'idéologie, en Europe ou en Occident de façon plus générale, on soupçonne souvent les partis islamistes qui, a priori, ont accepté le jeu démocratique, comme par exemple en Turquie ou maintenant en Égypte, quand même de double jeu, d'avoir un agenda caché. Vous qui travaillez sur ces groupes, qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que cette notion de double jeu n'est pas pertinente. Par contre, il y a effectivement différents éléments de langage et différents discours. La façon dont ils s'adressent aux masses, en y mettant beaucoup d'islam, en expliquant que l'islam peut être une solution morale aux problèmes économiques que rencontrent ces populations, à la lutte contre la corruption, à la redistribution, la justice sociale,
sociale, etc., est différente de la façon dont ils s'adressent, par exemple, à l'Occident, où là, ils mettent beaucoup plus en avant leur respect du droit des minorités. Donc là aussi, c'est Donc c'est quand même un double discours d'une certaine façon. C'est leur aspect pragmatique en tant qu'acteur politique. Je crois qu'il ne faut pas faire des islamistes des acteurs sacro-saints ou des acteurs sacralisés qui auraient pour base un discours religieux, donc immuable, ou qui s'inspireraient des textes sacrés de l'islam, mais beaucoup plus des acteurs politiques qui effectivement savent s'adapter. Alors, qui savent s'adapter, mais en Égypte en particulier, on a souvent dit que les frères musulmans, par exemple, effectivement, avaient un discours différent auprès des masses et auprès, par exemple, des pays occidentaux, parce qu'ils avaient aussi développé une culture du secret due à toutes ces années de répression et que finalement, ça continuait aujourd'hui encore. Alors, c'est très intéressant et c'est en partie l'objet de ce livre, c'est de comprendre en fait les transformations que l'usage politique de l'islam, y compris au sein des partis islamistes, a expérimenté. Et donc, on se rend compte que dans un parti ou dans un mouvement comme celui des frères musulmans en Égypte, les aspects organisationnels, le fait de faire sa bay'a, de faire une allégeance, par exemple, à votre hiérarchie, sont en train de disparaître avec l'arrivée de nouveaux membres d'une nouvelle génération de frères musulmans qui, elle, remet en cause la façon dont l'islamisme devrait être une organisation figée, cadrée, avec des buts particuliers qui seraient, pour les condenser, l'établissement d'un État islamique, la conversion massive des masses musulmanes à cette idéologie. Et donc là, on voit vraiment comment cette idéologie est retravaillée de l'intérieur dans un mouvement comme celui des frères musulmans. Et là, il y a une diversité d'opinions, de méthodes et de visées politiques qui est un fait et qui est intéressante pour comprendre comment, par exemple, un mouvement comme les frères musulmans ont transformé leur usage de l'islam politique. Alors, pour revenir à cette notion quand même de double langage ou double discours, je pense notamment à la Tunisie, par exemple, à la place, au rôle des femmes et à ce discours a priori officiel qui est extrêmement rassurant par le parti Ennahda qui est au pouvoir en ce moment. Et finalement, quand des journalistes filment en caméra cachée, on s'aperçoit que finalement le sort des femmes ou la place des femmes est peut-être pas si garanti que ça dans le projet politique du parti au pouvoir en ce moment. Alors, ce qui est très intéressant et étonnant, c'est que finalement, les partis islamistes sont ceux qui ont mis le plus en avant les femmes dans les rues pour se servir effectivement de cette tribune incroyable qu'est la rue et pouvoir se servir de leurs ailes féminines, des ailes féminines du parti. Donc, ils n'ont pas une vision, en tout cas, antithétique de la place de la femme en politique. Maintenant, il est certain que le rôle de la femme est souscrit au projet politique d'abord. Il ne s'agit pas de valoriser la participation de la femme en politique en tant que telle. Ça, c'est une première chose. Maintenant, la seconde chose, quand on voit par exemple l'expérience du parti Ennahda en Tunisie, c'est de comprendre si le parti est capable de sortir d'une logique d'islam oppositionnel. Il ne faut pas oublier que ces partis-là ont été pendant longtemps cantonnés à être contre l'adaptation du projet démocratique à l'occidental, pour reprendre leurs termes, contre les autoritarismes. Et donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une panne d'inventivité politique. On voit bien que ces partis n'inventent pas de nouvelles façons de gouverner, ou en tout cas ne promeuvent pas un modèle islamique de gouvernance qui justement serait équitable et ouvert à tous. Alors, panne d'inventivité du côté peut-être des partis traditionnels, mais pas de panne d'inventivité du côté des sociétés. Vous parlez notamment dans votre livre de Cool Islam et d'activistes qui vont à des concerts de hip-hop ou de heavy metal. Ça me paraît être... en tout cas, j'en avais jamais entendu véritablement parler avant. C'est un phénomène marginal, un petit peu de marketing pour le livre, ou c'est un vrai phénomène de société? D'abord, c'est un phénomène qui tend à être de plus important dans ces sociétés-là, notamment en Occident, parce qu'effectivement, c'est là où les codes esthétiques occidentales, boire du Coca-Cola, aller à un concert de pop islamique, etc., sont les plus accessibles, mais c'est aussi le cas dans le monde arabe. Et en fait, c'est la conséquence logique de la transformation d'un islamisme qui s'est peut-être, ou en tout cas de partis islamistes qui se sont sans doute enfermés dans leur rôle de parti représentatif et qui ont oublié, ou en tout cas dans leur objectif de conquête du pouvoir et des institutions, et qui ont oublié en fait les transformations que les masses expérimentaient. Et les masses, elles sont en train d'utiliser l'islam politique de façon complètement différente. Alors concrètement, ça donne par exemple des jeunes gens qui ne voient pas la valeur ajoutée ou l'intérêt de militer dans un parti islamiste pour se faire entendre, mais peut-être de devenir consultant en finance islamique, de donner des conférences en management islamique ou des chanteurs de pop islamique et de faire le tour du monde, et à ce moment-là de pouvoir
toucher le maximum de personnes, avec en leur cœur, au cœur de leur message, l'idée qu'effectivement l'islam reste quand même toujours la solution à tous leurs problèmes. Mais sans visée politique. Alors, tout est politique. Est-ce qu'il s'agit effectivement de se limiter au sens du parti stricto sensu? Non, ce n'est plus le cas. Mais est-ce qu'il s'agit de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience des musulmans de leur poids politique, de leur importance et de leur capacité de changer leur environnement? Oui, bien entendu, même à travers l'organisation d'un concert de pop islamique. Je vous remercie beaucoup, Amel Boubaker, pour votre éclairage sur l'islamisme et les différentes facettes de l'islam politique. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet france24.com en français, en anglais et en arabe.